L'utopie est une manifestation fondamentale de la pensée en ce qu'elle nous arrache de l'immédiateté pour nous projeter dans un projet structurant le futur. J'associe étroitement cette utopie à deux notions qui m'apparaissent cruciales, la responsabilité et la véracité du discours politique. Je pense que la défiance quasi généralisée à l'égard de la classe politique d'aujourd'hui est en partie le résultat d'une propension des politiques à se contenter de chimères. Je prétends qu'il y a des utopies qui ne sont pas des chimères et qu'elles sont nécessaires à la vie politique. Paradoxalement, je dirais qu'il faut de l'utopie pour que les politiques soient crédibles, mais il faut aussi que les citoyens sachent que leurs propositions sont plausibles. C'est une nouvelle manière de concevoir et de faire de la politique. Est-ce que l'utopie est un excès d'optimisme ? L'utopie est absolument nécessaire. Il faut être... Moi, malheureusement, j'aurais tendance à être comme Claude Lévi-Strauss et à dire c'est un monde que je n'aime pas. Lui était fondamentalement misanthrope et pessimiste, c'est mon cas. Mais je reconnais que les gens qui font bouger les choses, qui font bouger les lignes, ont besoin de l'utopie et de se dire, justement parce que ça paraît impossible, moi je vais réussir. Donc l'utopie, c'est la force qui c'est la quête du Graal, c'est la conviction, c'est le moteur et je pense que l'utopie est une excellente chose. Sans l'utopie, il n'y aurait pas eu la création de l'ONU. Sans l'utopie, il n'y aurait pas eu la contraception. Sans l'utopie, il n'y aurait pas eu toutes les grandes avancées et même la science. Forcément, un scientifique a besoin de l'utopie, c'est-à-dire la première personne qui s'est dit non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde, eh bien, il a versé dans l'utopie. La question des utopies est une question extrêmement présente dans la pensée des écologistes. Moi, j'ai eu à lutter très longtemps contre mes rêves et mes ambitions pour l'humanité au sens large, avant d'accepter de prendre des responsabilités. Mais je pense qu'on est à un moment dans la société dans laquelle il faut construire le monde réel derrière son idéalisme. Donc mes utopies restent entières, c'est-à-dire que pour moi l'écologie est et reste la seule solution solidaire au XXIe siècle. La fraternité du XXIe siècle, les solidarités que nous avons portées à travers l'histoire, l'émancipation humaine, le rapport à la nature sont les vecteurs du monde viable d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Donc à un moment, je suis sorti de mes rêves pour essayer de construire. Moi, je voudrais éliminer... Il y a un truc qui me traumatise, je sais pas pourquoi, c'est lié à la mer, c'est cette histoire d'océan de plastique là dans le Pacifique. Donc je voudrais le faire disparaître celui-là. Et puis sauver un peu les océans. Je pense aussi à tout ce qui est déversé là après Fukushima, ça m'inquiète pour l'avenir. Donc voilà, rendre propre les océans, plus de plastique, plus de radioactivité. Nous sommes un peu éparses. Nous sommes très éparses. L'univers, enfin la planète est grande et à la fois petite. Et petite parce que, bon, évidemment, on avait l'impression de la grandeur bien avant peut-être l'avènement des nouvelles technologies, parce que à l'époque, quitter d'un continent à l'autre, il fallait avoir les moyens, il fallait pouvoir se payer l'avion, c'était plus compliqué, et donc on s'écrivait plus avec les lettres, c'était pas les SMS d'aujourd'hui, donc on attendait la lettre, donc ça donnait vraiment une impression d'une planète immense, grande, qui va à l'infini. Mes utopies à moi, c'est vraiment justement l'autonomie énergétique. Et je me dis que en fait, si on mettait l'argent qu'on met dans le nucléaire sur la recherche et l'innovation,
à tous les niveaux, on pourrait utiliser tout ce qui est soleil et donc tout ce qui va avec, le vent, l'eau, bien sûr l'énergie solaire, pour fabriquer à chacun de nos niveaux, que ce soit les maisons, que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau, vous voyez, des départements et des régions, on pourrait être complètement indépendant. Et en même temps, ça responsabiliserait les gens parce qu'ils seraient à la fois producteurs d'énergie et consommateurs d'énergie. Et donc je me dis, et pourquoi c'est pas possible ça? On a les chercheurs qu'il faut, on a les ingénieurs qu'il faut, on a l'argent qu'il faut, on a la volonté politique bien sûr pour le groupe Europe Écologie Les Verts, et ça se fait pas. Et on est sur des vieilles lunes, et on est sur des vieux modèles, et on est sur une énergie mortifère comme le nucléaire. C'est ça qui me rend à la fois furieuse, et je me dis qu'on a un vrai rôle à jouer pour changer tout ça. Parce qu'il n'y a rien qui change. J'ai l'impression qu'on vit un modèle où on ne fait que gérer l'existant, qu'on n'est pas sur l'audace, qu'on n'est pas sur le changement de paradigme, qu'on n'est pas sur le fait de rendre les gens autonomes. Autonome, ça veut dire que moi je suis un individu avec ma famille, avec ma communauté, et que je construis à la fois pour bien vivre ensemble, mais à la fois pour protéger la planète. On est sur un système, pour moi, qui est complètement obsolète, qui nous amène au mur. C'est un problème culturel, c'est un problème de volonté, et c'est un problème même de comment on considère l'autre, comment on considère l'endroit où on vit, et comment on considère justement ces rapports nord-sud, cette solidarité internationale. Et on est encore des colonisateurs. Mon utopie personnelle, c'est d'essayer de réaliser les conditions concrètes de la démocratie en santé, et notamment en santé mentale. L'idée, c'est qu'on est dans un système de santé, de soins de santé, où il y a des experts et puis où il y a des gens passifs qui sont obligés de faire ce qu'on leur dit, de bouffer les médicaments qu'on leur donne, et puis de se conformer aux techniques qu'on leur propose. Et finalement, on fait des espèces de guichets, et puis si les patients ne correspondent pas aux guichets, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est une parole d'Aristote qui m'avait toujours frappée, c'est « je suis devenu médecin parce que je voulais pouvoir bien me soigner ». Et que chacun puisse être un peu le docteur de soi-même, et ça on ne peut pas le faire si on ne s'en donne pas des conditions concrètes. Alors, je suis en train de l'expérimenter en santé mentale avec un outil qui nous vient des tropiques du Brésil, du Ceará, qui s'appelle la Terapia Comunitaria Integrativa, et qui est un outil qui est un dispositif de parole qui garantit une parole horizontale, qui garantit l'absence de prise de pouvoir, même par l'animateur, sur la parole du groupe. Et qui permet aussi l'utilisation de l'ensemble des ressources disponibles dans la culture. Et alors c'est extrêmement intéressant pour travailler avec par exemple des gens qui sont dans des cultures minoritaires ou des cultures qui ont été opprimées, des ex-cultures colonisées, parce que ça permet aux gens de récupérer les ressources qui leur venaient de leur grand-père, de leur grand-mère, de leurs ancêtres, et de les remettre en service au profit, non pas du soin de la maladie, mais de la bonne santé mentale. Et la bonne santé mentale, c'est quoi? C'est le soutien social pour le stress, c'est les déterminants sociaux de la santé, tels que la charte d'Ottawa les a décrits. Et c'est aussi la possibilité, à un moment donné, de se servir de son expérience de vie pour aider les autres ou pour s'aider soi-même. Voilà. Alors, évidemment, c'est en dehors de tous les courants habituels qu'on entend dans la santé. C'est pas de la santé environnementale, c'est pas de la psychanalyse, c'est pas de la thérapie cognitivo-comportementale non plus, c'est quelque chose qui est en deçà de tout cela, c'est de la prévention, c'est du bien-être par le soutien social, par le partage des expériences, par le partage des compétences et des ressources. Et ça n'exclut rien, et pas plus les ressources de la médecine moderne que les ressources des médecines traditionnelles. Chacun va pouvoir aller chercher ses solutions dans le groupe, dans le partage du groupe. Voilà, alors ça marche. C'est-à-dire que j'utilise ça depuis longtemps et ça marche. Mais quelque chose de démocratique. C'est-à-dire qu'au fond, dans un groupe, dans une communauté, que ce soit une communauté autour d'une thématique ou dans une communauté de ville, le groupe va choisir un thème. Et puis le groupe va faire l'inventaire de toutes les solutions existantes, possibles. Et ensuite, eh bien, c'est chacun qui va pouvoir choisir ce qui l'intéresse.
Il n'y a pas une solution imposée. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement révolutionnaire parce que ça enlève, enfin, plus exactement, ça remet les spécialistes à leur place, c'est-à-dire de s'occuper de ce qui ne va pas. Mais la médicalisation à outrance de tous les problèmes de vie, puisque actuellement on est dans une société qui médicalise le deuil. Enfin, maintenant, c'est devenu 15 jours de deuil et hop, c'est une maladie dans le DSM. C'est quand même dramatique de penser que au bout de 15 jours qu'on est triste parce qu'on vient de perdre un être cher, on est malade et qu'on doit prendre des antidépresseurs. Donc il y a une médicalisation à outrance de tout ce qui est la souffrance humaine et qui fait qu'on va pratiquement psychiatriser toute la vie. On voit, il suffit d'ouvrir la radio, la télé pour apprendre qu'on est malade, qu'on ne le savait pas, mais qu'on est malade. C'est vraiment Knock au pouvoir. Et en fait, l'idée, c'est de restituer aux citoyens, aux individus, aux collectivités, aux groupes, aux familles, la possibilité de se construire entre eux de la santé mentale, du soutien social, du bien-être, du lien social qui permet de ne pas tomber malade. Puis après, quand on tombe vraiment malade, si ça se produit, il y a les spécialistes pour ça. Mais il ne faut pas appeler les spécialistes tout le temps pour des trucs qui relèvent de la souffrance humaine simple. Mon principal combat, c'est de faire une ville lente, une ville qui permette à tous, y compris les enfants, les personnes âgées, les handicapés, de vivre dans un environnement qui soit tranquille pour eux, qui soit sécurisé pour eux, au bon sens du terme, pas parce qu'il y a des policiers, mais parce qu'ils sont à l'aise, parce que l'espace est fait pour eux. Et quand on rend l'espace agréable pour ces personnes-là, eh bien on le rend agréable pour tous. Et donc la ville lente, c'est une ville dans laquelle les voitures roulent plus lentement, voire il y a moins de voitures, voire pas du tout, et dans lesquelles on a plus d'espaces collectifs où on peut se rencontrer, où on peut discuter, où on peut aller lentement. Pour pouvoir bien lutter contre des combats globaux comme la lutte contre le changement climatique par exemple, je pense qu'il faut qu'on aille vers une Europe fédérale, plus solidaire. En ce moment, chaque État est un petit peu replié sur lui-même. Du coup, on n'arrive pas à travailler ensemble sur les questions énergétiques et climatiques et aller tous ensemble vers le même chemin. Donc je pense que aller vers une Europe plus solidaire et fédérale, ce serait déjà un premier pas pour permettre d'avoir les outils pour travailler sur ces combats globaux. Mon utopie personnelle, elle est très simple, c'est une vraie utopie, mais elle est très concrète. C'est que je rêve que pendant 100 ans, les responsables politiques dans le monde ne soient que des femmes. Parce que je suis féministe depuis très longtemps, et je pense que les problèmes généraux du monde, les guerres, tout ça, ça ne se résoudra jamais tant que les femmes ne seront pas au pouvoir pendant au moins 100 ans, puisque pour se libérer de l'oppression masculine, quand même, il faut bien un bon moment avant de retourner à une vraie parité, parce qu'on n'aura jamais la parité. La parité, elle est trop facile, c'est les hommes qui ont le pouvoir depuis des siècles et des milliers d'années. Or, il faut au moins que le pouvoir passe aux femmes intégralement avant qu'on puisse refaire une vraie parité. Pour moi, l'avenir est dans l'écologie. Et encore une fois, je lance un cri de cœur à toutes les femmes de la planète entière, voilà, à se remobiliser, à se battre davantage pour un monde plus juste et équitable. Donc voilà, un autre monde est possible, j'y crois. Dans ton milieu professionnel ou familial, y a-t-il une utopie que tu aurais aimé voir se réaliser? Je tiens. Non, pas vraiment. Ça c'est une réponse brève. Pour l'avenir de la planète ou de l'humanité, y a-t-il selon toi un rêve réalisable? Je ne sais pas vraiment. Merci, c'est super. Tu fais quoi comme métier? En ce moment, j'ai repris des études, donc j'ai travaillé en banque. Donc sinon, avant, j'étais plutôt dans le commerce. Et donc on n'est pas trop tourné vers l'écolo. Et moi, dans ma famille et dans le boulot, on est plus poussé vers le capitalisme qu'autre chose. Quel est l'idéal du capitalisme? C'est faire le maximum de fric et payer moins d'impôts. Dans ta vie amicale, familiale, professionnelle, est-ce qu'il y a une utopie que tu aimerais voir se réaliser? Oui, j'aimerais bien rajeunir.
Et oui, mais parce que nous, ouais, attends, Pourquoi? Eh bien parce que je trouve que c'est la seule véritable non-liberté qu'on a. C'est celle de pouvoir tomber malade, de vieillir, de mourir. De toutes les autres libertés, dans le fond, c'est des choix personnels. C'est vrai, et mais ça c'est un rêve qui pour toi, mais pour l'humanité entière. Ah oui, c'est vrai. Ça serait extraordinaire. C'est vrai. Mais est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est pour toi? Tu voudrais une utopie réaliste? Bah oui, parce que notre sujet c'était l'utopie réalisable. Le problème, moi j'ai réalisé pas mal de rêves, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup ce que j'ai voulu. Maintenant pour l'humanité, j'ai pas fait autant que ce que je voudrais, c'est sûr. Mais je fais ce que je peux.